Alors, je vais vous dire bonsoir. Ça va bien? Alors, avant de débuter ma présentation, je tiens à remercier, comme je l'ai fait lors de mon premier séjour, l'invitation des collègues ici de Mons, Marc, ensuite Marie, qui a travaillé corps et âme pour être capable de faire cet événement-là. Pas Marc, mais Antoine également. Donc, et les gens de la technique également. C'est un plaisir pour moi de revenir. Lorsque j'étais venu en mai dernier, j'avais déjà annoncé, et c'est sur le vidéo enregistré à ce moment-là, que si j'avais une seconde invitation, c'était certain que j'allais revenir. Donc, je tiens promesse. Et j'y suis pour plus longtemps que la première fois, puisque je serai ici à Mons pendant 3 semaines et aussi avec les collègues de Liège pendant une semaine. Alors, merci de m'inviter et de me faire voir votre beau pays. Et j'ai vu plusieurs drapeaux canadiens sur la grande place. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est pour mon accueil? Et là, j'ai été très déçu de constater que non, c'était pour les gens qui, bien avant moi, ont fait des choses pour aider. Alors, je répète, si vous désirez avoir une copie du matériel que je vais utiliser ce soir, il est déjà disponible à l'adresse que vous avez sur le carton qui vous a été remis et vous l'avez également en haut de diapositive. Alors, si on regarde le plan que je vous propose de suivre avec moi, espérons que ça va fonctionner. Ça va fonctionner, à moins qu'il ne soit pas allumé. Attendez un instant. Voilà. Donc, le plan que je vous propose. Quelques mots sur le contexte éducatif en général, parce qu'il y a beaucoup plus de ressemblances entre les écoles, même si on ne parle pas toujours la même langue, qu'il y a de différences. Il y a toujours un enseignant, il y a toujours un groupe d'élèves, il y a toujours des programmes ou des contenus à apprendre. Donc, quelques mots là-dessus. Ensuite, l'importance des données probantes. Moi, je suis de ceux qui croient que nous devons, en éducation, être aussi sérieux que nous le sommes en médecine. On doit prendre appui sur des pratiques validées et non pas sur des théories qui peuvent être populaires, mais qui n'ont aucun fondement scientifique solide. Parce que lorsqu'on met en place des théories qui peuvent être populaires, mais qui n'ont pas de base solide, le danger, c'est de ne pas obtenir les succès que l'on souhaite. Et à ce moment-là, quand un enseignant n'obtient pas les succès avec telle théorie qui a été proposée, pour laquelle il n'y a pas de données probantes, et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, qui est blâmé dans cette situation-là? C'est toujours les enseignants. C'est les enseignants qui n'ont pas compris, c'est les enseignants qui ne le mettent pas correctement en place, mais rarement va-t-on remettre en question la théorie qui a été présentée. Donc, étant donné que le décrochage, parfois, dans la profession enseignante est tout aussi important que le décrochage des jeunes au secteur secondaire, chez nous, au Québec, actuellement, 1 enseignant sur 4 quitte la profession dans les 5 premières années. Or, le taux de décrochage de nos jeunes au secondaire est à peu près le même. Et aux États-Unis, c'est 1 enseignant sur 2 qui quitte la profession dans les 5 premières années. Donc, une bonne façon de favoriser la rétention du personnel, c'est de leur donner les meilleurs outils, les meilleures pratiques pour faire réussir les élèves qui sont en face de nous. Donc, on va se parler de ça. Ensuite, on va regarder dans le même mouvement ce qu'on appelle la littérature scientifique sur les écoles efficaces. Il existe dans tous les systèmes éducatifs des écoles de milieux défavorisés où le rendement des élèves est égal, voire même supérieur à des écoles de milieux mieux nantis. Si vous connaissez les travaux en sociologie de l'éducation, nous savons depuis belle lurette que lorsqu'un jeune provient d'un milieu défavorisé, ses probabilités de réussir à l'école sont moins élevées que celui qui provient d'un quartier mieux nanti. Et c'est encore vrai en 2018 dans toutes les enquêtes internationales. Sauf qu'il y a des écoles qui n'entrent pas dans cette règle-là. C'est ce qu'on appelle le mouvement ou la littérature sur les écoles efficaces. Donc, ça devient important d'aller voir quelle est la recette qui permet à ces établissements-là
d'amener leurs élèves qu'on pourrait appeler vulnérables à un niveau de rendement non seulement égal à des écoles de milieu mieux nantis, et vous allez le voir tout à l'heure, même parfois nettement supérieur. Donc, quelle est la recette de ces écoles-là? Et vous allez voir qu'il y a un beau lien à faire avec le thème de l'enseignement efficace. On pourrait déjà affirmer à ce stade-ci qu'une école de milieu défavorisé ne peut pas être efficace si l'enseignement qui est fourni à l'intérieur de cet établissement-là n'est pas efficace. L'un ne va pas sans l'autre. Et on se gardera un temps pour faire une bonne synthèse et comme le tout a été annoncé, on pourra avoir également une période de questions. Alors, si on regarde la prochaine diapo, je tiens à vous informer qu'il se pourrait qu'entre ce que je vais vous présenter et ce que vous avez entendu ou lu sur le thème de l'éducation, il se peut que ce soit un peu déséquilibrant. Parce que beaucoup de théories sont enseignées dans nos facultés d'éducation, mais quand on regarde la base scientifique qui sous-tend ces théories-là, parfois la base est quasi absente. Donc, il se pourrait qu'à travers une présentation de certaines stratégies, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh, je croyais que ceci ou cela était efficace, alors que la recherche peut nous indiquer de délaisser ce genre de pratique-là. » Donc, quand la recherche confirme ce que vous faites, c'est un état de bonheur profond. Mais quand la recherche vient ébranler nos idées, nos opinions et nos croyances, c'est là, à ce moment-là, que le déséquilibre peut se produire. Mais c'est important de se rappeler qu'autant dans le domaine de l'éducation que celui de la médecine, la recherche n'est pas là pour nous nuire. Au contraire, elle est là pour aider. Mais elle pourra aider uniquement à la condition qu'on accepte les résultats de recherche et non pas les rejeter du revers de la main. Donc, il se pourrait qu'en fonction de ce que vous avez entendu ou lu, que chez nous au Québec, on dit que ça brasse par bout. Alors, le contexte éducatif un peu partout sur la planète. La majorité des systèmes éducatifs implantent de plus en plus une gestion des établissements scolaires axée sur les résultats. Ce qui importe de plus en plus, c'est la réussite des élèves, et la réussite qu'on peut même chiffrer. Tout près d'ici, même nos collègues français commencent à imposer de plus en plus d'épreuves standardisées, et tôt chez les élèves. Au Québec, ça fait déjà longtemps que ce type de pratique-là existe, aux États-Unis depuis encore plus longtemps, mais ce type de gestion-là a des incidences, a des conséquences. Et l'une de ces conséquences ou de ces implications, c'est que ça nous amène à poser un regard sur la réussite des élèves, et en particulier ceux pour qui l'école doit faire une différence, c'est-à-dire les élèves moyens, les élèves à risque et les élèves qui sont en difficulté. Et pourquoi est-il important de regarder cette clientèle-là? C'est parce que les élèves qui sont en difficulté et ceux qui sont à risque d'échec sont ceux les plus susceptibles de quitter l'école. L'un des facteurs de risque les plus prédictifs de l'abandon scolaire, c'est le retard scolaire ou les difficultés scolaires. Mes collègues de l'Université Laval, entre autres Égide Royer, montraient dans une étude réalisée au Québec qu'il est maintenant reconnu que les difficultés scolaires et plus précisément l'échec scolaire ou un rendement faible constituent le principal facteur prédictif du décrochage scolaire. Et c'est le facteur numéro 1, le plus prédictif dans à peu près l'ensemble des recherches qui ont été faites sur le thème du décrochage. Chez nous, actuellement au Québec, un étudiant sur 4 au secondaire a du retard scolaire. 1 sur 4. Or, ceux qui quittent l'école secondaire sans avoir obtenu un diplôme d'études, 70% de la clientèle provient de ce groupe d'élèves-là. Donc, 1 sur 4 en retard, 70% de ceux qui quittent proviennent de ce groupe-là. Donc, souvent, moi, je dis de façon un peu caricaturale, une bonne façon de contrer le décrochage scolaire, c'est très simple, extrêmement simple. On doit les faire réussir. Et un jeune qui réussit ne pense pas, ou en tout cas pense moins à quitter l'école que celui qui est en contexte d'échec ou de retard scolaire. Alors,
les collègues états-uniens nous avaient déjà dit un message comme celui-là dès 2006. Les gens, entre autres, du National Dropout Prevention Center disaient dès 2006, compte tenu des nombreuses recherches qui ont été faites sur l'efficacité de l'enseignement des écoles, les décideurs, les enseignants et les chercheurs doivent considérer l'efficacité des méthodes et des pratiques d'enseignement utilisées auprès de ces élèves-là comme étant une stratégie pouvant prévenir le décrochage scolaire. Donc, allons voir les meilleures méthodes au niveau de l'enseignement, allons voir les pratiques employées dans les écoles efficaces, faisons réussir les élèves et arrêtons de s'inquiéter pour l'obtention du diplôme d'études secondaires. Alors, on doit regarder quelles sont les méthodes d'enseignement efficaces, quelles sont les pratiques utilisées dans les écoles dites efficaces. Donc, pour répondre à des questions sur le thème de l'efficacité, on ne peut pas répondre à ce type de questions-là avec n'importe quelle information. C'est important d'utiliser ce qu'on appelle des données probantes. C'est un terme qui nous provient de la médecine et c'est un terme qui de plus en plus commence à être utilisé en éducation. À quoi fait-on référence quand on parle de données probantes? Eh bien, on fait référence à des pratiques de prévention ou d'intervention qui ont été validées par une certaine forme de preuve scientifique par opposition aux approches qui se basent sur les traditions, les conventions, les croyances ou les données non scientifiques. Donc, comment fait-on lorsqu'on va prendre le temps de lire un écrit en éducation pour être capable de savoir, est-ce que ce type d'écrit-là, je devrais y porter attention ou je devrais plutôt m'en méfier? Comment fait-on pour discriminer les types d'écrits en éducation? Eh bien, il y a deux chercheurs du Tennessee qui, au début des années 90, ont proposé de classer les recherches en éducation à différents niveaux. D'abord, une recherche de niveau 1, ce sont des recherches qu'on appelle descriptives. Donc, un chercheur va en classe et à la suite de ses observations ou de ses expérimentations, il peut nous décrire un phénomène. Ça peut être également une étude où on mesure une pratique en début d'année et on remesure l'effet de la pratique en fin d'année. C'est ce qu'on appelle des études pré-test, post-test. C'est le premier niveau qu'on retrouve généralement au niveau de la recherche. On pourrait avoir, avant ce type de recherche-là, un écrit de M. X qui nous partage ses opinions en éducation. Je m'excuse, ce n'est pas de la recherche. C'est un texte argumentatif, c'est un texte informatif, mais ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler de la recherche. À partir du moment où un chercheur va en classe ou accompagne un groupe X ou Y et qu'on mesure, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les recherches descriptives. Et un exemple de ça, aux États-Unis, dans les années 60, des chercheurs sont allés dans la région San Diego, en Californie, dans les classes, autant au primaire qu'au secondaire. Et les chercheurs qui ont rencontré les élèves ont mesuré leur estime, leur image et leur confiance en soi. Et ensuite, les mêmes chercheurs ont regardé le rendement de ces mêmes élèves dans les matières de base. Et qu'ont-ils constaté? Élèves forts, lecture, écriture, mathématiques, estime, image, confiance en soi, élevée. Malheureusement, l'inverse, élèves faibles, lecture, écriture, mathématiques, estime, image, confiance en soi, peu élevée. En 2018, ce n'est vraiment pas une grande découverte. Mais vous comprendrez que dans les années 60, les chercheurs ont décrit un phénomène, ils nous ont dit qu'il semble exister un lien important entre l'estime d'un jeune et son rendement. Quand la recherche a été publiée au milieu des années 60 et fin des années 70, certains chercheurs audacieux ont dit « Ah oui, il y a un lien entre l'estime de soi et le rendement des élèves. Nous, on croit qu'on devrait mettre en œuvre dans nos écoles des programmes pour stimuler l'estime de soi. Et on pense qu'en faisant le tout, nous allons améliorer le rendement. » Je vous ferai remarquer que ce n'est pas ce que la recherche avait dit. La recherche avait dit qu'il y a un lien qu'on appelle corrélationnel en statistique entre deux variables. Mais nous ne savons pas laquelle des variables représente la cause et laquelle représente l'effet. Donc, quand les recherches au début des années 70 ont été mises en place où on essayait d'améliorer l'estime de soi en pensant que le rendement dans le groupe où ça se produit allait également s'améliorer, eh bien, ce qu'on a découvert, c'est que c'est le contraire.
Ce n'est pas en améliorant l'estime d'un jeune qu'on améliore son rendement. C'est en améliorant son rendement qu'on améliore l'estime d'un élève. Parce que même si je dis à un élève qu'il est beau et il est gentil, si sa note au bulletin est de 40 %, il ne croira pas qu'il est beau et qu'il est gentil. Donc, ce qui devient important à partir du moment où une étude descriptive, a été produite, c'est important de réaliser des études de deuxième niveau, des études comparatives ou des études expérimentales pour être capable de trouver quelle est la cause et quel est l'effet. Donc, dans un groupe, on travaille l'estime de soi des gamins, et dans un groupe comparable, parce qu'on doit comparer des pommes avec des pommes, on continue l'enseignement usuel. On prend des mesures en début d'année dans les deux groupes pour s'assurer que les deux groupes sont équivalents, et on reprend des mesures en cours d'année et à la toute fin. Et là, à la toute fin, on regarde. Est-ce que, comme on le pense, en améliorant l'estime d'un jeune, on améliore le rendement de ces élèves-là de façon significative comparativement au groupe de comparaison pour lequel le tout n'a pas été fait. Donc, quand les études se réalisent au deuxième niveau, c'est ce que moi j'appelle un test de réalité. Nous croyons que telle chose peut améliorer telle chose. Soyons aussi sérieux en éducation que nous le sommes en médecine. Testons-le. Donc, un groupe, on le fait, un groupe comparable, on continue de faire ce que l'on avait l'habitude de faire. Mais ce qui est encore mieux que le deuxième niveau, c'est des études de troisième niveau. Donc, c'est des études comparatives, mais au lieu d'être réalisées à petite échelle, on généralise l'utilisation à large échelle. Pas seulement avec une classe, avec une multitude de classes, avec des contextes différents, diversifiés, au primaire, au secondaire, avec des élèves provenant de différentes ethnies, quartiers riches, quartiers défavorisés. Et là, on essaye de voir si j'ai obtenu des résultats intéressants à petite échelle. Lorsqu'on généralise la stratégie à large échelle et auprès d'un public varié, est-ce que les résultats positifs sont toujours au rendez-vous? Et si la réponse à cela, c'est oui, j'aurais le goût de dire « Wow! Si moi j'emploie la même chose dans ma classe, les probabilités que ça fonctionne sont grandes parce que les études ont été réalisées non seulement à petite échelle, mais aussi à large échelle. » Donc, ce qui devient important pour prendre des décisions sur qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas, Ellis and Faust nous recommande minimum recherche de niveau 2, idéalement niveau 3. Cependant, ce à quoi nous sommes confrontés, et c'est très conservateur ce que je vais vous dire là, dans le monde anglo-saxon, qui est actuellement la langue de la recherche, on estime qu'il y a environ 100 000 recherches publiées à tous les ans. 100 000. Donc, à partir de ce moment-là, comment fait-on pour s'y retrouver? C'est là qu'il devient important d'avoir des revues systématiques de recherche. La première forme de revue systématique, c'est le concept de la méta-analyse. Donc, une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? Un chercheur va décider d'étudier toutes les recherches de niveau 2 et 3 qui ont été faites, par exemple, sur telle méthode d'enseignement auprès de tel type d'élèves entre telle année et telle année. L'avantage pour moi, comme chercheur, d'aller lire une méta-analyse, ça va m'éviter d'aller lire des dizaines, voire des centaines d'études. Quelqu'un l'a fait à ma place et va me dire quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Sauf qu'il y a tellement eu une méta-analyse entre 1976 et nos jours que maintenant on a ce qu'on appelle des méga-analyses, c'est-à-dire une synthèse de plusieurs méta-analyses qui ont été faites, par exemple, sur une même méthode d'enseignement. Mais c'est le même principe. Si j'ai l'occasion de mettre la main là-dessus, vous comprendrez que dans ce cas-là, ça va m'éviter d'aller lire des milliers d'études. Quelqu'un l'a fait à ma place et va me dire quelles sont les grandes tendances que l'on observe. Donc, plus le niveau augmente, donc niveau 2, niveau 3, méga-analyse, méta-analyse, plus le niveau de preuve devient important. Et comme je le disais, si on veut répondre à des questions sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles, le niveau minimal duquel on doit s'inspirer, c'est minimum des recherches de deuxième niveau. Une recherche descriptive ne prouve rien. La preuve se fait par des études de type expérimental ou quasi-expérimental. Alors, voici une première théorie extrêmement populaire pour laquelle nous n'avons aucune donnée probante qui montre son efficacité. Les styles d'apprentissage,
visuel, auditif, kinesthésique. C'est enseigné dans certaines facultés d'éducation depuis plus de 40 ans. Or, 19 heures, aucune recherche rigoureuse publiée jusqu'à ce soir a démontré que lorsqu'un enseignant essaie d'enseigner en tenant compte des styles d'apprentissage, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. En fait, c'est le contraire. Moins tu t'occupes de cela, mieux cela est. Et la raison est fort simple, c'est lorsque j'enseigne, ce n'est pas en fonction de Pierre Jean-Jacques que je dois me questionner, c'est en fonction du contenu. Quand j'enseigne un cours d'éducation physique où j'apprends aux gamins le basketball, de leur placer un ballon dans les mains, même si c'est très kinesthésique, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre à jouer au basketball. Quand on enseigne la lecture chez les tout-petits, de présenter la lettre, nommer la lettre et le son produit par la lettre et de faire de la fusion et de la segmentation, même si c'est un petit bout visuel et auditif, là, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre le code écrit. Donc, quand tu enseignes les mathématiques et que tu utilises la stratégie concret, semi-concret, abstrait, même si c'est un petit bout visuel, auditif et kinesthésique, c'est probablement la meilleure façon d'apprendre un concept mathématique. Donc, quand un enseignant se questionne en fonction du contenu, là, ça marche. Mais ça n'a rien à voir avec Pierre, Jean, Jacques, visuel, auditif, kinesthésique. Vous avez à l'écran la synthèse de littérature scientifique la plus récente qui montre qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité de cette théorie-là. Et pourtant, c'est malheureusement enseigné encore aujourd'hui dans certaines facultés d'éducation. Pas en Belgique, mais au Québec, chez nous, fortement. Autre théorie aussi populaire pour laquelle il n'y a aucune donnée probante. Les différents types d'intelligence d'Howard Gardner. Et ça, moi, c'est en plein dans mon secteur. J'ai enseigné à l'Université du Québec en Outaouais au département de psychologie et de psychoéducation. Nous, comme professeurs, on rit de cette théorie-là. On dit aux enseignants, n'allez pas mettre le tout en œuvre dans vos classes, ça ne tient même pas la route sur le plan strictement théorique. Nous savons depuis des lunes que lorsqu'un psychologue évalue l'intelligence d'un élève et qu'il utilise le test, un des tests les plus populaires qui est celui qu'on appelle le Wechsler, quand le psychologue va fouiller dans le guide qui accompagne le Wechsler, il va être capable de découvrir qu'il existe une corrélation de 0,45 entre l'intelligence verbale et non verbale. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il existe un facteur général d'intelligence. Malheureusement, nous avons un hurluberlu qui enseigne à Harvard. Et ce monsieur-là nous dit qu'il n'y a pas seulement 2 types d'intelligence, il y en a 8. Peut-être en inventera-t-il une 9e cette semaine. Et elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Écoutez, elles ne peuvent pas être indépendantes. Plus d'une centaine d'années en psychométrie nous a montré une corrélation de 0,45 entre le verbal et le non-verbal. Or, 19h03, aucune recherche rigoureuse publiée jusqu'à maintenant a montré que lorsqu'un enseignant essaie d'enseigner selon les types d'intelligence, qu'il améliore le rendement des élèves. Aucune. Et le comble du comble, vous l'avez à l'écran. Howard Gardner, qui est l'auteur de cette théorie-là, a accordé à Robert Sternberg de Yale une entrevue qui a été transcrite dans un ouvrage. Et en page 169 de l'ouvrage, M. Gardner nous dit « Je dois admettre que ma théorie n'est plus valide. » Donc, ce n'est pas Steve Bissonnette qui critique les intelligences multiples. Le monsieur nous dit « C'est parce que je me suis trompé. » Écoutez, là, combien de millions d'enseignants sur le territoire états-unien ont été formés avec de telles sottises? Des millions. Au Canada, même chose. Et lorsque les enseignants placent de telles théories en classe et que ça ne fonctionne pas, qui est blâmé? Les profs, les enseignants. La personne ne comprend pas. La personne ne l'a pas fait assez longtemps. La personne ne le fait pas de la bonne manière. C'est toujours la faute des enseignants. Alors que moi, je dis, ces gens-là méritent d'être fusillés. Écoutez, c'est une donnée probante. On sait qu'ils ne recommenceront jamais. Bon, je caricature, vous comprendrez. Mais en 2018, nous ne pouvons plus former des enseignants
avec des théories qui sont romantiques, mais qui n'ont pas montré de preuve d'efficacité. Donc, c'est le genre de truc qui, malheureusement, est encore enseigné. Et moi, j'ai de mes collègues à qui je présente l'info. Et les gens continuent d'enseigner. Et là, je dis, oui, mais c'est parce que le monsieur nous dit, je me suis trompé. Oui, mais là, arrête de faire plus de la même chose qui ne marche pas, parce que tu risques d'obtenir plus des mêmes résultats. Donc, ça veut dire que ça ne marchera pas. Donc, si ceci est à éviter, est-ce qu'il y a autre chose? Bien sûr, et je pourrais vous entretenir là-dessus toute la soirée, mais ce n'est pas le but de la présentation. Toutefois, si vous désirez en savoir plus sur des théories fumistes en éducation, vous avez 300 pages de lecture à l'écran pour meubler vos week-ends, vos fins de semaine, le samedi et le dimanche. Donc, un premier ouvrage qui a été réalisé par un de mes collègues qui s'appelle Normand Baillargeon, qui enseignait, qui a pris sa retraite de l'Université du Québec à Montréal, mais avant son départ, Normand a écrit un ouvrage extrêmement troublant dont le titre est « Légende pédagogique ». Quand un professeur d'un département d'éducation, avant de quitter, écrit « Légende pédagogique », ce n'est pas une bonne nouvelle pour les collègues qui enseignent dans le même département. OK? Et à l'intérieur de l'ouvrage de Baillargeon, vous allez avoir une quinzaine de théories extrêmement populaires, mais qui n'ont aucun fondement scientifique, dont les intelligences multiples, ensuite de ça, les styles d'apprentissage, et une douzaine d'autres. Et plus près d'ici, donc à Toulouse, André Tricot, qui enseigne là-bas, vient de publier un ouvrage sur le thème des innovations pédagogiques. Hein, souvent en éducation, on a l'impression que tout ce qui est nouveau est nécessairement mieux que ce que l'on faisait avant. Si ce principe-là était appliqué en médecine, là, avec la pénicilline qui a été découverte il y a fort longtemps, là, si on devait changer à tous les 5 ans, plusieurs individus ne seraient pas dans la salle ce soir. Okay? Donc, ça devient important d'aller voir, oui, une innovation peut être intéressante, à la condition que les résultats obtenus montrent qu'avec cette méthode-là, on fait mieux maintenant que ce qui se faisait avant. OK, ensuite de ça, s'il y a des choses à éviter, que faut-il regarder pour améliorer la réussite de nos élèves? Eh bien, une littérature intéressante, c'est le thème des écoles efficaces. Est-ce que des écoles de milieux défavorisés peuvent amener des élèves à un niveau de rendement comparable, voire même supérieur à des écoles de milieux mieux nantis? La réponse est oui. Et je vous montre une recherche qui a été réalisée par des collègues à moi québécois, qui n'a même pas encore été publiée, donc vous avez l'information en primeur. Le tout a été réalisé par 2 collègues à moi, Pierre Collerette et Gilles Pelletier de l'Université du Québec en Outaouais. Ça s'est réalisé avec 11 commissions scolaires. Donc chez nous, les écoles sont regroupées par district et une unité administrative s'en occupe, ce qu'on appelle des commissions scolaires. Donc ça s'est fait dans 11 commissions scolaires québécoises. 288 écoles primaires y ont participé, avec au-delà de 15 000 élèves. Donc, Pierre et Gilles voulaient savoir quel est le lien qui existe entre la défavorisation des écoles et le pourcentage d'élèves vulnérables aux examens ministériels de la 6e année du primaire. Chez nous, la 6e année, c'est la dernière année pour les élèves à ce niveau-là. Donc, c'est des enfants qui ont environ 11-12 ans. Et chez nous, il existe 4 épreuves standardisées nationales que tous les élèves vont compléter en même temps, une en lecture, une en écriture et 2 épreuves en mathématiques. Donc, Gilles et Pierre ont regardé la réussite des élèves à ces épreuves-là pour 2 années consécutives. Et Pierre et Gilles considéraient qu'un élève était vulnérable si sa moyenne aux 4 épreuves était de 69 % et moins. Ensuite, chez nous, il existe ce qu'on appelle un indice de défavorisation pour chaque école québécoise, ce que moi j'appelle une carte de la pauvreté. C'est-à-dire que chaque école se voit attribuer une cote en fonction de la scolarité de la mère et ensuite des indices socio-économiques à l'intérieur duquel l'école est située. Plus le nombre est élevé, plus l'école est susceptible d'accueillir dans ses murs ce qu'on pourrait appeler des élèves vulnérables.
Soyons clairs, là, ce n'est pas parce qu'un élève provient d'un milieu défavorisé qu'automatiquement la réussite n'est pas au rendez-vous, mais comme je l'expliquais au début, les études en sociologie nous montrent depuis des lunes que malheureusement, c'est un facteur de risque important. Donc, si la relation était parfaite entre la défavorisation des écoles et le pourcentage d'élèves vulnérables dans chacune des écoles, c'est-à-dire si la corrélation était de 1, tous les points qui représentent des écoles seraient alignés sur la droite que vous avez à l'écran. Donc, tu es dans une école de milieu très défavorisé, eh bien, le pourcentage d'élèves vulnérables devrait être élevé. Tu es dans une école de milieu beaucoup plus riche, eh bien, le pourcentage d'élèves vulnérables devrait être plus faible. Or, la corrélation est loin d'être parfaite. Elle est autour de 0,22. Ça veut donc dire qu'il y a des écoles de milieux très défavorisés où le pourcentage d'élèves vulnérables est faible. Bon, regardez du côté de la pluie. Il y a des écoles de milieux nettement mieux nantis, où le pourcentage d'élèves vulnérables est au-dessus de 60 %. Donc, comment se fait-il qu'on retrouve de la réussite ici et dans des écoles comparables, 3 fois plus d'élèves qui sont vulnérables? Donc, ça veut dire que si la relation, je répète, était parfaite, nous n'aurions pas ce type de graphique-là. Ça veut dire que c'est un message d'espoir. Ce n'est pas parce qu'on accueille des élèves vulnérables au départ qu'on ne peut pas les faire réussir. Et dans certains cas, il y a des écoles qui les font réussir nettement mieux que des écoles de milieux mieux nantis. La question à se poser, c'est quelle est la recette de ces établissements-là? Qu'est-ce qu'on retrouve ici qu'on retrouve moins dans des écoles dites comparables? Eh bien, ce qui va faire la différence, ce sont ceux qui sont à l'intérieur des écoles. Donc, il y a dans les écoles dites efficaces ce qu'on appelle une harmonisation des pratiques. Les études nous montrent que lorsqu'on va s'asseoir à l'intérieur des classes des écoles de milieux défavorisés dites efficaces, on retrouve un nombre de stratégies liées à l'enseignement efficace beaucoup plus présentes que dans les écoles comparables, mais qui sont moins efficaces. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les enseignants qui enseignent dans les écoles de milieux défavorisés qui sont efficaces enseignent efficacement. Et c'est une pratique qui semble répandue. Ce n'est pas une classe qui utilise l'enseignement efficace, ça semble être une pratique généralisée à l'ensemble du personnel qui s'y trouve. Donc, ce qui devient important à ce moment-là, c'est d'harmoniser les pratiques. Et quand on est un père et une mère de famille, là, ça fait longtemps qu'on a compris l'importance d'avoir des pratiques parentales harmonisées. Hein? Quand papa et maman disent la même chose, les enfants se comportent bien. Quand papa et maman ne disent pas la même chose, Frédéric et Samuel vont voir celui ou celle qui dit oui. À l'école, c'est la même chose. Les pratiques doivent être minimalement harmonisées. Je ne parle pas de robotiser l'enseignement. Mais pour un public vulnérable, vous comprendrez que ces enfants-là ont besoin des meilleures pratiques pour les faire réussir, parce qu'ils sont au départ plus vulnérables que d'autres. Donc, ça devient important d'harmoniser les pratiques qui sont reliées à l'enseignement efficace. À partir du moment où on veut le faire, un des dangers avec l'enseignement efficace, c'est de le voir comme étant une recette qu'on applique bêtement. Ce n'est pas comme ça qu'on doit concevoir l'enseignement efficace. Des collègues états-uniens, entre autres Anita Archer, disaient « Nous avons construit un certain nombre de listes de principes ou de règles pédagogiques. Il peut être tentant de traiter ces listes de stratégies pédagogiques comme les étapes d'une recette tirée d'un livre de cuisine à suivre aveuglément. Il serait simpliste de réduire l'acte d'enseigner à une séquence figée d'étapes prédéterminées. Les enseignants efficaces colorent toujours la recette en ajoutant leur personnalité, leur humour, leur créativité et leur enthousiasme. Toutefois, comme les collègues le disent, si des ingrédients clés sont oubliés, le résultat peut être désastreux. Donc, ce que l'on pourrait affirmer, c'est une recette? Non. Mais des ingrédients clés, tout à fait.
pour s'assurer que le gâteau que l'on veut faire sera bien un gâteau et non pas une tarte lorsque le produit sera complété. Ensuite, autre chose importante sur les pratiques probantes. En éducation, souvent, moi, j'entends, puis particulièrement lorsque j'étais dans les écoles, parfois des enseignants de mes collègues dire à des parents, lors d'une rencontre où on fait la remise du bulletin, « Monsieur, madame, si votre garçon ou votre fille était un peu plus motivé, votre garçon réussit, la réussite serait beaucoup plus importante. » Donc, on croit souvent que la motivation est ce qui précède le rendement. Or, mes collègues de l'Université Laval ont montré que c'est le contraire. Ce n'est pas parce que les élèves ne sont pas motivés qu'ils ne réussissent pas. C'est parce qu'ils ne réussissent pas qu'ils ne sont pas motivés. Un élève normal ne peut pas aimer une note négative, là. Bon, oui, il y a des gens qui aiment souffrir, je le sais. Mais lorsqu'on est mentalement bien équilibré, on déteste se retrouver dans des contextes où je vis de l'incompétence. Et nous-mêmes, lorsqu'on fait un hobby, si vous décidez de faire du ski alpin, par exemple, et qu'à toutes les descentes, les fesses sur la neige, les fesses sur la neige, les fesses, descente après descente, allez-vous continuer longtemps à faire du ski? La réponse, c'est non. Même si vous avez acheté tout l'équipement et que vous avez payé le gros prix, le tout sera à vendre bientôt. Okay? C'est la même chose pour un élève. Un élève ne peut pas aimer se retrouver dans un contexte pour lequel il vit de l'échec. Donc, quelle est la meilleure façon de motiver un élève? C'est très simple. Il faut le faire réussir. Un jeune qui réussit est nettement, là je parle de motivation intrinsèque et non pas extrinsèque. Donc, un jeune qui réussit a beaucoup plus tendance à aimer ce contexte-là qu'un contexte dans lequel il vit constamment de l'échec. Et je répète, c'est la même chose pour l'estime de soi. Ce n'est pas l'estime de soi qui prédit le rendement. C'est le rendement qui prédit l'estime de soi. Ce n'est pas la motivation qui prédit le rendement. C'est le rendement qui prédit la motivation. Alors, quand on se parle d'enseignement efficace, il y a 3 grandes dimensions. Il y a la gestion de la classe, il y a la gestion de l'enseignement, puis la gestion du curriculum. Ce soir, je vais vous parler principalement de la gestion de l'enseignement. Alors, quelles sont les meilleures méthodes pour faire réussir les élèves qui ont le plus besoin de nous à l'école? C'est-à-dire les élèves moyens, les élèves à risque et les élèves en difficulté. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai réalisé une méga-analyse. Donc, j'ai répertorié toutes les méta-analyses qui ont été faites, soit en lecture, soit en écriture, soit en mathématiques, soit auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage, qu'on appelle dans les moteurs de recherche des Learning Disabilities, ou des élèves à risque d'échec, ce qu'on appelle des Low Achievers. Donc, avec les collègues de l'Université Laval et de l'UQO, excusez-moi, je voulais savoir quelles sont les meilleures méthodes pour faire réussir les élèves en difficulté à l'intérieur de ces apprentissages fondamentaux-là. Si vous désirez retrouver l'étude complète gratuitement, allez sur Google, indiquez Steve Bissonnette RRAA et vous allez être capable de télécharger l'étude gratuitement dans son ensemble. Alors, voici les critères et les mots-clés qui ont été utilisés pour faire le repérage des différentes méta-analyses. Vous en avez plusieurs, méta-analyses mathématiques, lecture, écriture, etc. Et ça s'est fait principalement pour les élèves du secteur élémentaire. Ensuite, les critères que j'ai retenus pour sélectionner les méta-analyses les plus pertinentes en fonction de la question posée étaient les suivants. D'abord, la méta-analyse devait avoir calculé les effets d'une stratégie d'enseignement spécifiquement sur le rendement des élèves en mathématiques, en lecture et en écriture. Donc, les dimensions plus affectives, à ce stade-là, ne m'intéressaient pas. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui augmente les notes des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques. Avoir calculé, c'est-à-dire quantifier les tailles d'effets pour la stratégie d'enseignement analysée, avoir été réalisé majoritairement auprès d'élèves de niveau élémentaire. Ensuite, avoir évalué les effets de la stratégie d'enseignement auprès d'élèves en difficulté ou à risque d'échec.
Avoir analysé majoritairement des études ayant employé un devis de recherche de type expérimental ou quasi expérimental avec un groupe de comparaison. Donc, toutes les études de type pré-test, post-test, avec un seul groupe où on regarde l'évolution du groupe, ont été complètement mises de côté parce qu'il n'y avait pas de groupe de comparaison. Et finalement, avoir fait l'objet d'une publication dans une revue spécialisée, c'est-à-dire une revue arbitrée par les pairs. Donc, quand on entre ces différents paramètres-là, j'ai été capable d'identifier 11 méta-analyses qui répondent à ces critères-là, qui ont été faites soit en lecture, soit en écriture, soit en maths, soit auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage ou à risque d'échec. Vous avez à l'écran la liste des 11 méta-analyses. Vous avez le nom de l'auteur, l'année de publication, le niveau scolaire des élèves. Parfois, c'était et l'élémentaire et le secondaire, mais vous devez toujours garder en tête que c'était majoritairement des élèves de l'élémentaire. Ensuite, le type de difficulté des élèves, les différentes méthodes d'enseignement, la durée de l'intervention, le nombre de recherches synthétisées, le nombre d'élèves impliqués et la période de la méta-analyse. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, nous avons beaucoup plus de résultats de recherche en lecture que nous en avons en écriture ou en mathématiques. Pourquoi? La difficulté la plus importante à l'école est celle d'apprendre à lire. Pour les élèves en difficulté, 70% des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage sont en lecture, pour à peu près 20% en mathématiques. C'est l'apprentissage le plus complexe à faire, c'est d'apprendre à lire. Ça donne bien, parce que s'il y a quelque chose que l'on commence à bien comprendre, c'est les pratiques d'enseignement efficace au niveau de la lecture. Ce que l'on connaît le moins, ce sont les pratiques d'enseignement efficace associées à l'écriture. Au moment où moi j'ai fait ma méga-analyse, une seule méta-analyse avait été publiée et depuis ce temps-là, on en a une seule de plus. Et en mathématiques, on commence à avoir quelques résultats intéressants. Donc, quand j'ai dépouillé ces différentes études-là, vous devez vous rappeler qu'une méta-analyse, une méga-analyse, c'est une synthèse de méta-analyse. Et la méta-analyse, c'est déjà une synthèse de recherche de niveau 2 et 3. Donc, dans les études de niveau 2 et 3, il y a des groupes qui expérimentent une méthode d'enseignement, ce qu'on appelle des groupes expérimentaux. Il y a toujours des groupes témoins ou des groupes de comparaison, ce qu'on appelle des groupes contrôle, qui continuent d'effectuer leur enseignement usuel. Donc, ce qu'on veut savoir, autant dans une méga ou une méta-analyse, c'est les groupes qui expérimentent telle stratégie. Est-ce que les résultats des élèves aux épreuves finales sont supérieurs aux groupes de comparaison? Donc, les résultats que l'on obtient dans des méga ou des méta-analyses, ce sont des résultats quantitatifs. C'est ce qu'on appelle des fractions d'écart type. Comment peut-on comprendre le tout? Si je vous dis, par exemple, que telle méthode d'enseignement a un effet de 0,10 sur le rendement des élèves, première question à se poser, est-ce que le nombre que j'ai sous les yeux est positif ou négatif? Si le nombre est positif, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les élèves dans le groupe expérimental, leurs résultats sont supérieurs à ceux du groupe de comparaison. Si le nombre est négatif, ça va vraiment mal. Ça veut dire que les élèves qui ont expérimenté telle chose, leur résultat est inférieur à ceux du groupe de comparaison. Donc, première chose importante, regardez le nombre et voir est-ce qu'il est positif ou négatif. Deuxième chose importante pour comprendre les résultats de méta-analyse, si par exemple je vous dis que l'effet est positif de 0,10, eh bien ça veut dire que l'élève moyen dans le groupe expérimental passe du début de l'année, lorsqu'il était au 50e rang centile, au 54e à la fin de l'intervention. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez à l'intérieur de votre classe 100 élèves, je ne vous souhaite pas ça, mais imaginons que vous en avez 100. Si je place les élèves du plus faible au plus fort, l'élève moyen est au 50e rang. Si l'effet de ma mesure est positif de 0,10, eh bien cet élève-là au départ, qui était au 50e rang, avance de 4 rangs à l'épreuve finale pour terminer au 54e. Mais si je demande à un enseignant qui a utilisé telle méthode dont l'effet est positif, mais seulement de 0,10, vois-tu de grands changements
entre les résultats de tes élèves avec cette méthode-là plutôt que ce que tu avais l'habitude de faire? L'enseignant va dire, pas vraiment. Même si les résultats sont positifs, ils sont trop petits pour que ce soit visible à l'œil nu. C'est un petit peu lorsqu'on compare deux personnes qu'on voit de loin. Une personne mesure 1,77 mètres et l'autre personne mesure 1,8 mètres. De loin, je ne vois pas qu'un est plus grand que l'autre. Oui, elle existe la différence, mais elle est trop petite pour que ce soit visible à l'œil nu. Mais à partir de 0,40 et plus, les changements sont visibles à l'œil nu. Parce qu'un effet de 0,40, l'élève qui au départ était au 50e rang centile avance de 16 rangs pour se retrouver au 66e rang centile, donc tout près du tiers des élèves les plus performants de son groupe. Un effet de 0,40, c'est un petit peu comme si vous regardez de loin deux personnes, un mesure 1,7 mètres et l'autre mesure 1,8. Donc, même de loin, je suis capable de voir que l'un est plus grand que l'autre. Et dans les différentes méga-analyses qui ont été réalisées, la majorité des chercheurs prennent comme point d'appui pour analyser les résultats un seuil minimal visé, ce qu'on appelle une taille d'effet minimale de 0,40. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Quand j'ai regardé les différentes méta-analyses, j'ai porté attention aux résultats des méthodes d'enseignement qui ont un résultat minimum de 0,40 et plus. Allons voir le tout. Donc, vous avez les résultats en ce qui concerne la lecture. Donc, lorsque j'ai dépouillé les méta-analyses, j'ai été capable de regrouper les différentes méthodes d'enseignement sous différentes catégories de méthodes. Il y avait, par exemple, en lecture, des méthodes d'enseignement qu'on peut associer à un enseignement plus structuré, plus directif, souvent qu'on appelle un enseignement qui est explicite. Quand on regarde les résultats obtenus dans les différentes méta-analyses pour un enseignement plus structuré, plus directif, les résultats ou les tailles d'effet varient de 0,41 jusqu'à 1,18. 1,18, c'est extrêmement élevé en termes de résultats. Ensuite, en lecture, une autre méthode d'enseignement qui avait été utilisée s'appelle l'enseignement réciproque. L'enseignement réciproque, qu'est-ce que c'est? J'enseigne, par exemple, une stratégie de compréhension en lecture à mes élèves. Ensuite, je demande aux élèves de se placer en équipe de deux et un élève doit réenseigner à son collègue la stratégie que monsieur ou madame nous a montrée précédemment. C'est pour ça qu'on l'appelle enseignement réciproque. On pourrait l'appeler enseignement mutuel. Les élèves doivent se réenseigner une stratégie que monsieur ou madame nous a montrée avant d'aller travailler seul. Donc, en lecture, quand on regarde l'effet de l'enseignement réciproque sur les résultats des élèves en lecture, eh bien, les effets sont positifs autour de 0,40. Donc, on atteint le seuil minimal visé par les différentes méga-analyses. Ensuite de ça, en écriture, une seule méthode d'enseignement avait été utilisée. C'est un enseignement plus directif, plus explicite, dont les résultats sont drôlement intéressants, autour de 0,81. Bon, maintenant, si mon objectif est de provoquer l'échec scolaire, si ce que je souhaite, c'est que les élèves en difficulté ne réussissent pas, la recette, elle est très claire. On met en place des pédagogies constructivistes de type whole language et l'effet est négatif de 0,65. Ça veut dire que l'élève recule d'une vingtaine de rangs centiles. Donc, quand tu es en difficulté et que tu recules en plus, tu es probablement très proche de zéro. Nous n'avons pas, en français, l'équivalent de la méthode whole language en anglais. Il n'y a pas d'équivalence à 100 %. Toutefois, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la méthode globale en lecture. Les enfants n'apprennent pas en globalisant les mots, surtout pas en difficulté. Regardez l'effet négatif de 0,65. J'apprends à lire en connaissant la lettre, le nom de la lettre et le son produit par la lettre, avec la fusion de la segmentation. Donc, ça veut dire qu'il faut enseigner le décodage le plus vite possible. C'est comme ça qu'on apprend à lire, et on sait ça depuis les années 20. Si l'objectif, c'est de provoquer l'échec des élèves en difficulté, on les soumet aux méthodes globales, aucun problème. Et on est sûr de provoquer l'échec scolaire en grand nombre. Et je répète, ce n'est pas une étude, c'est une méta-analyse.
Bon, maintenant, en mathématiques, vous avez en maths les mêmes méthodes d'enseignement. L'enseignement plus structuré, l'enseignement réciproque, les pédagogies de type constructiviste. Donc, l'enseignement structuré en maths donne d'aussi bons résultats qu'en lecture et en écriture, voire même supérieurs. Les tailles d'effet peuvent aller jusqu'à 1,45. Wow! Ensuite de ça, l'enseignement réciproque, même chose. C'est encore plus payant de l'utiliser en maths que de l'utiliser en lecture, quoiqu'il soit efficace aussi en lecture. Les tailles d'effet peuvent aller jusqu'à 0,6. Bon. Les pédagogies constructivistes en maths, heureusement, ne provoquent pas d'effets négatifs, mais elles n'atteignent pas le seuil minimal visé de 0,40. Donc, qu'est-ce que j'ai été capable de conclure avec mes collègues? Il existe deux méthodes d'enseignement, hyper efficaces pour les élèves qui ont le plus besoin de nous à l'école. Et la première méthode, et c'est la plus efficace, c'est l'enseignement efficace, c'est l'enseignement explicite. Et la deuxième méthode d'enseignement, c'est ce qu'on appelle l'enseignement réciproque. Est-ce que mes résultats de recherche sont différents de d'autres enquêtes qui ont été faites bien avant moi? Des collègues états-uniens ont produit des méta-analyses de grande ampleur, une en lecture, une en lecture, une en mathématiques et aussi une sur l'apprentissage d'une langue seconde. Et quand on les regarde une par une, et toutes ces études-là en passant, vous pouvez les retrouver gratuitement en allant sur Internet et en indiquant les coordonnées. Donc, le National Reading Panel, en 2000, a déposé un rapport où il avait fait l'analyse de plus de 100 000 recherches expérimentales publiées au cours des 30 dernières années. Et quelle est la conclusion du National Reading Panel? C'est important de faire un enseignement explicite. Ensuite de ça, le National Literacy Panel, en 2006, a fait l'analyse de tout ce qui a été publié dans le domaine de l'alphabétisation dans une langue seconde. C'est quoi la conclusion? Enseignement explicite. Et le National Mathematics Panel, qui a fait l'analyse de 16 000 recherches sur l'enseignement des mathématiques à partir de la première année de l'élémentaire, ce qui veut dire autour de l'âge de 5-6 ans, jusqu'à 8e année, ce qui veut dire secondaire 2. L'enseignement explicite est aussi la pédagogie la plus importante pour les élèves qui sont en difficulté et à risque d'échec. Donc, quand on regarde la littérature, que ce soit ce que moi j'ai fait pour les élèves en particulier en difficulté au primaire, juste en lecture, en écriture, pas en maths, puis qu'on regarde des méta-analyses où, dans ce cas-ci, ce n'est pas seulement les élèves en difficulté, mais c'est aussi l'ensemble des élèves tout compris, on voit que l'enseignement explicite est une des méthodes les plus intéressantes pour les faire réussir. Des méta-analyses maintenant plus récentes, seulement pour le secondaire. Même affaire. Enseignement explicite et enseignement réciproque sont des pédagogies qui émergent de cette littérature-là. Éducation des adultes, une des méta-analyses les plus récentes pour enseigner la lecture à des gens qui ne savent pas lire et qui sont des adultes. The winner is explicit teaching. Encore l'enseignement explicite. Donc, qu'on soit au primaire, au secondaire, quand on fait face à une population vulnérable, d'avoir un enseignement plus structuré, plus directif, plus explicite, c'est souvent l'une des, c'est pas la seule, mais c'est l'une des pédagogies qui donne les résultats les plus intéressants. Alors, souvent les gens me disent, oui, mais Steve, les recherches que tu présentes sont des recherches anglo-saxonnes. Nous, on parle français. C'est pas la même chose. Eh bien, Steve y a pensé. Vous avez à l'écran une recherche qui a été publiée par des collègues à moi, Monique Brodeur, Lynn Laplante et Éric Dion de l'UQAM, sous le titre « Pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une trousse d'intervention appuyée par la recherche ». À quoi mes collègues sont-ils arrivés? Très simple. Enseignement explicite, enseignement réciproque. Donc, il existe une convergence de résultats de recherche qui montre que lorsqu'on a un enseignement un peu plus directif, un peu plus explicite, c'est le type de pédagogie qui, à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les données probantes, montre le plus de succès, et en particulier auprès des élèves qui ont le plus besoin de nous à l'école, c'est-à-dire les élèves moyens à risque et ceux qui sont en difficulté. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? D'abord, je le disais, ce n'est pas une pédagogie qui a été inventée. Marie le disait bien au tout début, c'est une pédagogie qui a émergé au cours des années 70 de l'observation des enseignants qui faisaient le plus progresser les élèves. Donc, le tout a commencé au début des années 70. C'est ce qu'on a appelé des études de type processus-produit.
Parce que dans le fond, des chercheurs allaient en classe observer deux catégories d'enseignants. Des enseignants qui étaient reconnus efficaces. Comment a-t-on mesuré l'efficacité des professeurs? Toujours sur la base des progrès des élèves. Et malheureusement, des enseignants qui faisaient moins progresser les jeunes. Et en prenant le temps d'observer les pratiques dans ces deux types de contextes-là, les chercheurs ont été capables d'identifier un certain nombre de comportements ou de stratégies que les enseignants adoptaient qui amenaient leurs élèves à un niveau de performance plus élevé que les collègues de comparaison qui le faisaient moins ou qui ne le faisaient pas. Donc, à ce moment-là, on a commencé à dire que l'enseignant peut faire une différence. Et dans certains cas, une différence importante. Cet après-midi, j'étais avec Marie en train de travailler sur différents concepts et je lui montrais un ouvrage qui vient tout juste d'être publié par Dylan Williams qui montrait que 50 ans, les premières études, là, ça date des années 60, 50 ans plus tard, on a encore des études qui montrent l'effet hyper important d'un prof sur la réussite des jeunes qui lui sont confiés et les études sur les écoles efficaces montrent exactement la même réalité. Donc, quelques informations aussi supplémentaires sur ce que c'est. À conditions égales, il y a une grande variation entre les enseignants. Leur effet n'est pas le même. Dans le fond, la question qu'on doit se poser, c'est comment enseignent les enseignants qui font une différence positive. Est-ce que ce sont des pratiques variées d'un enseignant à l'autre ou il y a de fortes similitudes entre ce que les enseignants efficaces font lorsqu'ils enseignent? Est-ce que c'est un pattern qu'on est capable de voir émerger? Eh bien, la réponse à ça, c'est oui. Le premier qui l'a identifié formellement, le père de l'enseignement explicite, c'est Barak Rosensheim. Ce monsieur-là nous dit, quand on regarde les études de type processus-produit et qu'on compare les stratégies employées par les enseignants efficaces, il y a de fortes ressemblances entre ce que Pierre fait et Robert fait, alors que ces deux profs-là sont des profs reconnus comme étant efficaces. Donc, il existe ce qu'on appelle un pattern d'enseignement qui émerge à la suite de ça, et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Donc, les études sur lesquelles Rosensheim et d'autres chercheurs se sont appuyés ont été réalisées d'abord dans différentes disciplines, différentes catégories d'enfants, des jeunes, des élèves en difficulté, des élèves même plus performants. Ça s'est fait avec des matières nouvelles, des matières complexes, différents quartiers socio-économiques, différents contextes culturels, et les effets ont été observés non seulement à court terme, mais aussi à moyen et à long terme. Alors, ce que c'est également l'enseignement explicite, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle des modèles instructionnistes. Donc, c'est des approches qu'on pourrait qualifier d'être plutôt centrées sur l'enseignement. Souvent, on dit, en pédagogie, c'est important d'être centré sur l'apprenant. Ce n'est pas négligeable non plus, mais les pratiques plus de type explicite sont davantage centrées sur quels sont les meilleurs moyens pour faire réussir les élèves qui sont devant nous. C'est un enseignement qui est fortement structuré, en étapes séquencées et fortement intégrées. Généralement, on procède toujours du plus simple vers le plus complexe, et non pas de faire l'inverse. Entrer par la complexité provoque l'échec scolaire, particulièrement chez les élèves difficiles. Quand on apprend à conduire, on ne s'en va pas sur l'autoroute la plus fréquentée au départ, même si c'est une tâche réelle, authentique et complexe. On commence dans un stationnement avec un moniteur qui va bien nous entraîner. Et c'est encore authentique, mais c'est beaucoup plus simple. On ne commence pas un apprentissage par la complexité. On termine un apprentissage par la complexité. Donc, c'est un enseignement qui cherche à éviter l'implicite et le flou qui pourraient nuire à l'apprentissage. Alors, quelles stratégies sont à utiliser pour maximiser l'effet de l'enseignant? Bien, globalement, ces stratégies-là passent par les actions de dire, de montrer et de guider les élèves dans leurs apprentissages. D'abord, dire au sens de rendre explicite pour les élèves les intentions puis les objectifs de la leçon. Ensuite, dire au sens de rendre explicite et disponible pour les élèves les connaissances antérieures dont ils ont besoin pour faire les apprentissages présentés. Ensuite, montrer au sens de rendre explicite pour les élèves en exécutant devant eux la tâche à accomplir et en énonçant le raisonnement suivi à haute voix. Une analogie, c'est je place un haut-parleur sur ma pensée et je raisonne à haute voix, non seulement le quoi faire, mais le comment, le quand, le où et le pourquoi. J'essaie de rendre visibles des processus qui sont souvent invisibles.
Est-ce que l'élève premier de classe a besoin de ça? Non. Et il n'a pas besoin de vous non plus. Il est capable de réussir, peu importe ce qu'on va faire. Mais l'élève moyen, l'élève en difficulté et l'élève à risque, qui est la clientèle qui a le plus besoin de nous, lui, ce groupe d'élèves-là a particulièrement besoin de mettre des mots sur notre pensée et de raisonner à haute voix ce que l'on fait pour résoudre la tâche. Ensuite, guider au sens de chercher à rendre les élèves, à ce que les élèves rendent explicite leur raisonnement implicite en situation de pratique, guider au sens de leur fournir une rétroaction appropriée afin qu'ils construisent des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. C'est vraiment une préoccupation qui existe en enseignement explicite. On veut faire le maximum pour que les élèves ne se construisent pas ce qu'on appelle des connaissances erronées, qui devront être déconstruites puis remplacées par des connaissances qui sont adéquates. Ensuite, c'est caractérisé par un ensemble de mesures, ce qu'on appelle des mesures de soutien, en anglais, ce qu'on appelle des scaffolds ou des étais en français, par lesquels les étudiants sont guidés à travers le processus d'apprentissage. Ces étais permettent d'éviter de surcharger la mémoire de travail. Par exemple, quand on donne un travail à faire aux élèves, ça peut être utile de leur remettre une feuille avec les étapes qu'ils doivent accomplir. Sinon, beaucoup d'élèves vont passer leur temps à nous poser la question « Steve, que faut-il faire? » Oui, mais regarde, je t'ai fourni un support, un étai pour ne pas oublier les étapes importantes à accomplir pour réaliser ton travail. Donc, les travaux actuellement qui ont montré les raisons pour lesquelles l'enseignement explicite était aussi efficace, c'est les recherches qui ont été réalisées en psychologie cognitive. Parce qu'au tout début des travaux faits sur l'enseignement explicite, on se questionnait peu sur les raisons qui expliquaient le succès. Ce que les chercheurs nous disaient, c'est « ça marche ». Donc, arrêtons de chercher pourquoi ça marche. Ça marche. On le fait et les élèves vont réussir. Mais les travaux en psychologie cognitive, particulièrement les travaux qui ont été faits sur le fonctionnement de la mémoire, sont venus mettre des mots sur les raisons qui expliquent et qui justifient l'efficacité d'un enseignement explicite. En particulier, les travaux de deux chercheurs, ceux de John Sweller, qui a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la charge cognitive, et les travaux de David Gary. Donc, les travaux de Sweller sur la charge cognitive ont été repris aussi du côté français par un monsieur qui s'appelle André Tricot, le même dont je parlais au tout début. Et ces gens-là nous ont montré que lorsqu'on place l'élève dans un contexte de complexité trop rapidement, on surcharge sa mémoire de travail. Vous savez que la mémoire humaine peut traiter environ, chez l'adolescent et l'adulte, environ 7 unités d'information. Il y a même des recherches qui disent que c'est moins que ça, c'est autour de 5. C'est la raison pour laquelle, au tout début, quand George Miller a découvert, je pense en 1956, le fonctionnement de la mémoire de travail, le nombre de chiffres de téléphone au départ était de 7. Pourquoi? Parce que la mémoire humaine, lorsque tu répètes dans ta tête, tu peux conserver à peu près 7 blocs d'informations. Donc, c'est la raison pour laquelle, au début, les numéros de téléphone avaient 7 chiffres. Sweller a repris les travaux sur la mémoire de travail et a montré que lorsqu'on planifie un enseignement qui respecte les limites de la mémoire de travail, on provoque beaucoup plus la réussite des élèves que si on place l'élève dans un contexte où il y a tellement d'informations à traiter qu'il va y avoir ce qu'on appelle une surcharge cognitive. Donc, pourquoi l'enseignement explicite donne de bons résultats? C'est parce qu'on procède du plus simple au plus complexe. Et on essaie de respecter les limites de la mémoire de travail. Donc, c'est une source d'information importante qui explique les succès de l'enseignement explicite. Et d'ailleurs, ces auteurs-là recommandent pour enseigner d'avoir un enseignement qui est explicite et non pas placer les élèves trop rapidement dans un contexte de complexité. La deuxième source d'information qui explique les succès de l'enseignement explicite, c'est les travaux de David Gary. Gary a montré que les apprentissages que les jeunes font à l'école ne sont pas du même type que les apprentissages qui sont faits dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, par exemple, pour apprendre à parler, un enfant apprend à parler en parlant. L'enfant apprend à marcher en marchant. L'enfant apprend à socialiser en socialisant. C'est ce qu'on appelle des apprentissages ou des habiletés cognitives primaires qui vont s'apprendre par soi-même et en découverte.
Mais on n'apprend pas à lire en lisant. On n'apprend pas à écrire en écrivant. Et on n'apprend pas à compter en comptant. Pourquoi? Parce que Gary nous dit, ce ne sont pas des habiletés cognitives primaires, ce sont les habiletés cognitives secondaires, dont le niveau de complexité est beaucoup trop élevé pour être apprise par soi-même. Et une des preuves que Gary nous avance, c'est qu'il existe malheureusement des endroits sur la planète où l'école n'existe pas. Les élèves ne peuvent pas y aller, il n'y en a pas. Dans tous ces endroits-là, les enfants apprennent à parler, il n'y a pas de problème. Les enfants apprennent à marcher, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne qui apprend à lire, puis encore moins à faire de l'algèbre en mathématiques. Pourquoi? Ça ne s'apprend pas par l'osmose inversée et l'œuvre du Saint-Esprit. Ça s'apprend par enseignement. C'est la raison pour laquelle un endroit a été créé, ça s'appelle une école, avec des gens qui s'appellent des enseignants. Parce que si les élèves étaient capables d'apprendre par eux-mêmes, écoutez, on congédie les enseignants, on engage des gardiens, et à ce moment-là, les enfants vont s'apprendre par eux-mêmes les choses. Là. Les contribuables vont sauver des sous de façon importante, mais ça ne marche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important qu'on leur enseigne. Donc, la psychologie cognitive nous dit deux choses. Un, tu dois respecter la mémoire de travail. Et deux, les apprentissages qu'on fait à l'école ne sont pas du même ordre. Oui, la découverte fonctionne pour la langue, mais la découverte ne fonctionne pas pour les 4 opérations mathématiques. La découverte ne fonctionne pas pour apprendre à lire. La découverte ne fonctionne pas pour apprendre à écrire. Un moment de découverte, oui. 5 minutes pour savoir qu'est-ce que les élèves sont capables de me donner, bien sûr, mais pas une pédagogie de la découverte. À moins de vouloir l'échec scolaire, oui, aucun problème. Qu'est-ce que c'est également l'enseignement explicite? C'est que les travaux qui ont été faits sur la psychologie cognitive servent en quelque sorte de cadre théorique aux résultats de recherche sur l'efficacité de l'enseignement conduite depuis plus de 40 ans. Donc, c'est un peu particulier. Les raisons qui expliquent le succès sont arrivées bien après l'introduction de ces méthodes d'enseignement-là. Donc, en enseignement explicite, il y a 3 temps importants. D'abord, ce qu'on appelle la préparation, à l'intérieur duquel on doit faire un travail sur le curriculum, c'est-à-dire sur la planification de l'enseignement. Ensuite, l'interaction avec les élèves, donc une mise en situation où je présente l'objectif d'apprentissage. Je peux avoir une petite activité, même de type découverte, pour vérifier qu'est-ce que les élèves connaissent déjà ou tout simplement piquer leur curiosité. Ensuite, c'est important de faire le rappel des connaissances antérieures, et ça peut se faire par questionnement. Là. Je peux demander aux élèves, est-ce que vous vous rappelez de telle chose? Ensuite, l'expérience d'apprentissage se vit, à l'intérieur duquel ou desquels l'enseignant va faire un modelage, une pratique guidée, une pratique autonome, et on va se garder un temps pour faire une bonne synthèse. Donc, aider les élèves à trier parmi ce qui a été vu, entendu et fait, ce qui doit être retenu. Et naturellement, si on veut que l'information soit consolidée au niveau de la mémoire, il faut planifier des moments de révision. Alors, si je regarde le cœur de l'enseignement explicite, qui est les 3 étapes, modelage, pratique guidée, pratique autonome, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première étape, c'est quoi? C'est mettre des mots sur le raisonnement qui m'habite lorsque j'enseigne une notion X ou Y. J'essaie de rendre visibles des processus qui sont invisibles. Par exemple, vous avez dans vos classes, autant au secteur élémentaire que secondaire, des enfants qui n'ont pas appris à faire une inférence en lecture. Certains enfants n'ont pas compris qu'en compréhension de texte, parfois la question amène une recherche de l'information dans le texte, parfois un bout dans le texte, un bout dans ta tête, et parfois seulement dans ta tête. Quand la question demande qu'est-ce que l'auteur a voulu dire par, ne cherche pas dans le texte l'auteur a voulu dire par, là. Tu ne le trouveras pas. C'est ce qu'on appelle une inférence. Mais l'inférence, ça s'enseigne, là. Un enfant de 4 ans est capable de faire une inférence. Imaginons que je suis avec un tout petit de l'élémentaire, première année chez nous, 6 ans. Le texte dit « Paul sort avec son parapluie ». Question de compréhension posée. Quelle température fait-il dehors? Ne cherche pas température 2 points égale pluie, là. Tu ne le trouveras pas, mais ça s'enseigne. Donc, en enseignement explicite, lors du modelage, qu'est-ce que l'enseignant va faire? Première étape, on transforme notre question en « qu'est-ce que l'on cherche? » Bon, mais dans la question, le mot qui est important, c'est température. Mais c'est quoi des exemples de température? Il peut faire soleil, il peut venter, au Québec, il peut neiger. On dit chez nous, il peut même grêler.
Donc, on fait l'inventaire des possibles. Ensuite, on prend le temps de relire notre texte et on porte attention aux mots ou aux groupes de mots qui nous font penser en température. Et dès que nous les avons trouvés, on se pose la question, à quoi ça me fait cela? À quoi cela me fait-il penser? Je recommence. Paul sort avec ça. Ah oui, parapluie. À quoi ça me fait penser? Québec pleut toujours. Donc, ou bien il y a apparence de pluie ou il pleut. Donc, un enseignant qui fait ça rend visible des processus qui sont souvent invisibles. Et on a souvent tendance à penser que c'est l'étape la plus importante en enseignement explicite. Ce n'est pas celle-là. C'est la pratique dirigée. Maintenant que j'ai fait quelques exemples devant toi, là, je pourrais utiliser mon enseignement réciproque. Placez-vous en équipe de 2. Voici la procédure pour faire une inférence. Voici quelques courts textes ou quelques courtes phrases avec quelques questions semblables et un élève doit refaire devant son collègue la procédure que monsieur ou madame a montrée au départ. Et pendant que les enfants se réenseignent mutuellement la stratégie, l'enseignant marche sa classe comme un bon cultivateur marche sa terre pour être capable de détecter qui comprend, qui ne comprend pas et fournir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et à partir du moment où l'étape dirigée, la pratique dirigée, permet à suffisamment d'élèves de faire les apprentissages prévus, dernière étape, je veux savoir si tu es capable de le faire seul. Parce qu'une compétence, ce n'est pas être compétent avec Jean, c'est être compétent par rapport à soi-même. Donc, je vais redonner aux élèves, cette fois-ci, des tâches à réaliser individuellement. Mais avant d'arriver à l'individuel, on se donne un temps pour vérifier est-ce que les élèves ont compris mon modelage. J'ai fait l'effort d'être explicite. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'effort qu'automatiquement, les élèves vont comprendre. D'où l'importance d'aller vérifier. Si vous regardez à l'écran, là, le mot qui revient 2 fois, c'est rétroaction. Le meilleur synonyme d'enseignement explicite, c'est feedback. On ne laisse jamais, jamais, jamais un élève ou un groupe d'élèves travailler longtemps sur une tâche sans s'assurer qu'ils sont sur la bonne piste. Imaginez, là, ça fait 30 minutes que Normand travaille, j'arrive à côté de Normand, je dis « Normand, ce que tu as fait, là, ce n'est pas approprié. » Il se passe 2 effets. Pensez-vous que sur la motivation, Normand va dire « Yes, je suis content de l'apprendre, je vais vraiment continuer. » Non. Hein? Donc, l'effet est dévastateur sur la motivation, mais ce n'est pas le seul effet négatif. Il n'a peut-être pas compris ce que je voulais, mais il a compris quelque chose. C'est ce qu'on appelle des connaissances erronées. On devra donc déconstruire ces connaissances-là pour les remplacer par des bonnes. C'est possible, mais le danger, c'est que l'erreur se cristallise au niveau de la mémoire de Normand. Donc, on intervient rapidement. Donc, même en pratique autonome, si vous regardez en dessous du titre, rétroaction après 2 ou 3 problèmes, on évite de laisser les jeunes, surtout à risque et en difficulté, travailler longtemps sans jeter un regard sur ce qu'ils sont en train de faire. Et le feedback, ça ne veut pas dire que c'est toujours l'enseignant. Je peux demander aux élèves de comparer cette équipe-là avec cette équipe-là. Il y a plusieurs façons de donner de la rétroaction. Je peux avoir un matériel qui s'auto-corrige, qui est à l'arrière de la classe, et ensuite de ça, lorsque les élèves ont réalisé 2 ou 3 problèmes, tu dois aller vérifier est-ce que tu es sur la bonne piste. Il y a différentes façons d'obtenir de la rétroaction, mais le but est toujours le même. Éviter de laisser l'élève travailler longtemps sans lui donner de la rétroaction. Donc, quand on compare l'enseignement explicite, souvent il y a des gens qui nous disent « Oui, mais là, ça ressemble à de l'enseignement traditionnel. » Moi, je dis oui et non. Dans un enseignement traditionnel, là, effectuer des présentations, des démonstrations, on fait cela depuis longtemps. Mais est-ce que les présentations sont toujours accompagnées d'un raisonnement à haute voix, d'un haut-parleur sur la pensée qui montre l'implicite? Au Québec, la réponse est claire, c'est non. Mais ce n'est pas là la plus grande différence. Dans un enseignement typiquement traditionnel, je te l'explique, il n'y a pas de pratique dirigée. Prenez votre cahier d'exercice et faites les 15 prochains numéros. Ah! OK, il reste 10 minutes, je vais regarder le tout avec vous. Est-ce qu'il y a des numéros que vous n'avez pas compris? Personne ne lève la main. OK, je vais faire le 8 et le 10. L'élève s'aperçoit, je n'ai rien compris. Ce soir, vous avez 2 problèmes supplémentaires à faire en devoir après une étude et je corrige le tout demain matin en entrant. L'élève arrive à la maison, aucun grand frère, aucune grande sœur pour être capable de l'aider. Papa et maman dépassés depuis belle lurette, revient le lendemain chez nous au Québec, devoir non fait, et généralement, on va placer l'élève en punition.
C'est parce qu'il aurait été plaisant pour l'élève de savoir, non pas à 5 minutes de la fin d'un cours, s'il comprend oui ou non, le plus rapidement possible. Donc, voilà la différence fondamentale entre l'enseignement magistral ou l'enseignement traditionnel et un enseignement explicite. Je ne t'envoie pas travailler seul sans m'être assuré que les élèves ont compris. Et on peut résumer l'enseignement explicite en disant « Je fais devant toi, nous faisons ensemble et tu fais à ton tour ». Et il y a de la place pour la différenciation là, à l'intérieur du modèle. Peut-être que certains élèves vont rester à l'avant avec Steve, en pratique dirigée plus longtemps que d'autres, parce que je sais très bien que si je leur demande d'aller travailler seuls, ils n'y arriveront pas. Donc, il y a place à tenir compte des forces et des difficultés des élèves à l'intérieur d'une démarche comme celle-là. Je veux vous montrer comment on peut transformer des inégalités sociales en inégalités scolaires quand l'enseignement explicite est peu ou pas utilisé. Et je vais le faire à partir d'un exemple lorsque ma fille Frédéric était chez nous, on dit en première année. Ici, c'est ici, même chose? OK, parfait, encore mieux. Donc, elle devait faire une production orale en classe. Elle me dit, papa, la semaine prochaine, la madame nous a demandé de faire une production orale en classe. Je dis, oui. Je dis, qu'est-ce qu'elle a demandé? Eh bien, elle me répond, elle nous a donné une feuille et le tout est indiqué sur la feuille. Va chercher ta feuille. Elle revient, elle avait raison. La semaine prochaine, elle devait parler de sa peluche préférée. Elle devait dire qui lui a donné, à quelle occasion, pour quel motif, pour quelle raison. Et son discours devait être structuré, logique et cohérent. Première année. Je demande à Frédéric, Fred, est-ce que la madame, est-ce qu'elle l'a fait devant vous? Est-ce qu'elle vous a dit, écoutez-moi bien là, je vais vous le montrer. Ensuite, vous allez vous placer en équipe de 2, vous allez vous pratiquer, puis je vais faire le tour des équipes pour vous aider. Et la semaine prochaine, chacun le fera pour le vrai. Frédéric, elle me dit, non, papa, la madame n'a pas fait ça. J'ai dit, qui va le faire avec toi, Fred? Elle me dit, c'est toi, papa. Ça va, je suis dans le domaine de l'enseignement. Mais la semaine prochaine, nous allons évaluer des enfants sur un objet d'enseignement qui n'a jamais été enseigné, ni au primaire, ni au secondaire. Le boulot des enseignants, c'est d'enseigner, puis le boulot des parents, c'est de parenter. Est-ce qu'on peut nous blâmer? Non, je ne l'ai pas appris à l'école. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Tout à fait. Lisanne Lafontaine. Thèse de doctorat sur l'enseignement explicite de la communication et de la production orale, matériel qui a été développé au primaire, au secondaire, chez Chenelière Éducation. Donc, maintenant que vous savez ce que vous savez, vous ne pouvez plus faire la même chose que lorsque vous ne le saviez pas. La production orale, ce n'est pas le boulot des parents, c'est le boulot des enseignants. OK, d'autres ressources sur l'enseignement explicite. J'ai tourné pour le ministère de l'Éducation ontarien francophone, qui est la province voisine du Québec, 3 vidéos sur l'enseignement explicite, un sur l'inférence en lecture, un sur la rédaction de paragraphes informatifs et un sur le résumé de textes informatifs. Vous pouvez aller sur le site et prendre tout ce que vous voulez prendre. Vous pouvez voler tout ce que vous voulez voler. J'ai l'autorisation du ministère pour répandre la bonne nouvelle sur l'ensemble du globe. Ensuite de ça, le ministère francophone ontarien. Vous savez qu'actuellement, l'Ontario au Canada est l'une des provinces les plus performantes, non seulement aux épreuves canadiennes, mais aussi un peu partout dans le monde. Et le ministère de l'Éducation, dans sa réforme de l'éducation, a fait la promotion de l'enseignement explicite et de l'enseignement réciproque, grâce à votre humble serviteur. Et le ministère a créé un site à l'intention des enseignants de l'élémentaire ou du primaire. Vous avez l'adresse pour aller voir de quoi le site a-t-il l'air. Vous allez retrouver des activités en littératie, donc en lecture et en écriture, et en numératie, donc en maths, avec de l'enseignement explicite et de l'enseignement réciproque. Il n'y a pas de code d'accès, vous pouvez aller voir, parce que souvent les gens disent « j'aimerais ça avoir des ressources ». C'est une des ressources inestimables que l'on a actuellement pour les enseignants, pour avoir des exemples de leçons d'enseignement explicite en lecture, en écriture et en mathématiques à partir de la première année de l'élémentaire jusqu'à la fin de la 6e année. D'autres ouvrages aussi qui ont été écrits sur l'enseignement explicite. D'abord, l'ouvrage de Christian Boyer qui s'appelle l'enseignement explicite de la compréhension en lecture. C'est du matériel clé en main qu'on peut utiliser avec les élèves à partir de la première année de l'élémentaire, au moins jusqu'en 2e secondaire. Et pour les élèves qui sont plus en difficulté,
le dernier ouvrage de Christian qui s'appelle un programme orthopédagogique DIR. Donc, c'est pour des élèves qui ont des difficultés importantes en lecture. Alors, maintenant qu'on vient de voir ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas un enseignement traditionnel ou un enseignement magistral, c'est-à-dire une transmission des informations sous forme de monologue. Ce n'est pas ça. C'est plutôt une méthode qui est beaucoup plus interactive avec du questionnement et de la rétroaction. C'est beaucoup plus du dialogue. Ensuite, ce que ce n'est pas, tous les enseignants font cela et on a toujours fait cela. C'est souvent quelque chose que j'entends, mais oui, on fait ça depuis des lunes. Faire du magistral, oui. Dans un type monologue, oui. Mais est-ce que c'est toujours avec un haut-parleur sur la pensée et avec du dialogue? Au Québec, pas en Belgique, au Québec, la réponse est claire, c'est non. Ensuite, c'est en partie vrai, cette dimension-là, parce que les stratégies identifiées ont été observées auprès d'enseignants performants, mais tous les enseignants ne le font performant. Certains n'appliquent pas de matière constante ni adéquatement ces différentes stratégies-là. Ensuite, ce n'est pas non plus un contexte où l'élève est passif. L'élève est actif, il est en interaction avec l'enseignant et les autres élèves, particulièrement dans la pratique dirigée, où on peut recommander de placer les élèves en équipe, où les élèves se réenseignent mutuellement une stratégie que monsieur ou madame m'a montrée au préalable. Ce que ce n'est pas non plus, souvent, il y a des gens qui vont l'associer avec ce qu'on appelle l'instruction directe. Mes collègues français ont tendance, malheureusement, à penser que l'enseignement explicite, c'est de l'instruction directe ou du direct instruction. C'est faux. Le direct instruction, c'est une approche d'abord curriculaire. C'est du matériel construit pour enseigner un curriculum. Le matériel est scripté. L'enseignant, on lui dit quoi dire et comment le dire. La seule particularité qu'il y a avec le DI, c'est que la méthode d'enseignement proposée, oui, contient un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome, mais un n'est pas équivalent à l'autre. Si l'auteur du matériel qui s'appelle Engelman se faisait dire que ce qu'il a fait, c'est de l'enseignement explicite, le monsieur ne serait vraiment pas content. Là, parce que ce n'est pas ça. C'est d'abord de l'ingénierie de curriculum. Qu'est-ce qu'on doit enseigner en premier, en deuxième, en troisième? Et comment doit-on enseigner le tout? Ça arrive beaucoup plus tard. Ensuite, ce que ce n'est pas, un enseignement centré uniquement sur l'enseignant au détriment de l'élève. Parce que souvent, on a tendance à opposer les deux, là. Centré sur l'enseignant ou centré sur l'élève. C'est une opposition qui est un peu bancale. Les deux s'occupent de l'étudiant et présupposent que l'enseignant fait quelque chose. C'est probablement plus juste de parler de stratégies d'enseignement qui sont directes ou indirectes. Ensuite, ce que ce n'est pas, un enseignement qui ignore les différences individuelles. Comme je le disais, c'est possible de faire de la différenciation. Lors de la pratique dirigée, je peux garder les élèves en difficulté avec moi plus longtemps que certains qui sont capables de travailler seuls plus rapidement. C'est important d'en faire de la différenciation. Ensuite de ça, ce n'est pas un enseignement qui a des effets négatifs sur les dimensions affectives. Au contraire, des études comme le projet Follow Through, que je n'ai pas le temps de vous expliquer ce soir, mais ont montré que quand on fait des études à large échelle auprès d'un public en difficulté pendant longtemps, l'enseignement explicite donne des résultats non seulement sur la dimension scolaire, mais aussi sur l'estime d'un jeune et même sur la dimension cognitive et son raisonnement intellectuel. Ensuite, ce que ce n'est pas simplement une explicitation de l'objet de savoir en fin de séance, c'est-à-dire l'institutionnalisation, et des supports à l'étude, c'est-à-dire le sens de la consigne. Malheureusement, plusieurs collègues français ont réduit l'enseignement explicite à tout simplement expliciter davantage. On donne plus de renseignements lors de la consigne, mais ensuite de ça, on les place en découverte, en espérant que parce que la consigne est plus claire, on vient de faire de l'enseignement explicite. Je m'excuse, c'est complètement à l'encontre des travaux qui ont été faits là-dessus depuis les années 60. L'enseignement explicite contient obligatoirement un modelage, une pratique guidée, une pratique autonome. C'est comme ça depuis 50 ans. Donc, c'est un enseignement qui montre aussi le comment par le biais de ce que je viens de dire. Bon, est-ce que c'est contextualisable, ce type d'enseignement-là? La réponse est oui. J'ai une de mes étudiantes actuellement qui enseigne, qui est en Martinique, qui est inspectrice d'école, qui était une conseillère pédagogique en mathématiques, et lors de son master, elle a été capable de montrer que lorsqu'on implante l'enseignement explicite dans un contexte de zone d'éducation prioritaire, eh bien, l'analyse de variance a montré que les élèves en mathématiques pour les techniques de la soustraction ont fini avec un résultat supérieur au groupe
de comparaison. Donc, c'est dans un contexte totalement différent du contexte anglo-saxon. Et vous avez en primeur des résultats de sa thèse de doctorat que je suis en train de superviser, qui sera déposée au mois de juin prochain, où on a comparé l'enseignement explicite avec des pratiques socio-constructivistes auprès d'élèves qui proviennent naturellement de zones d'éducation prioritaire. C'est la technique de la division dans ce cas-ci, et le score maximal était de 20. Donc, vous voyez les différences au temps zéro. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. Et c'est environ 250 élèves qui ont été répartis entre les deux groupes. Et vous voyez le score final obtenu après de l'enseignement explicite, tout près de 16 sur 20 pour le groupe enseignement explicite, et les pratiques socio-constructivistes, 11 sur 20. Chez nous, 11 sur 20, c'est de l'échec. La note de passage, c'est 60 %. Alors, est-ce qu'il faut toujours enseigner de façon explicite? Non! Le danger, c'est de... Les modes sont toujours extrêmement présentes en éducation. J'ai souvent l'impression que c'est un mouvement du balancier. On est très, très, très explicite. Ensuite de ça, on devient plus centré vers des méthodes par découverte. La découverte, ça ne fonctionne pas. On retourne vers l'enseignement explicite. Si on veut éviter les modes en éducation, puis le balancier qui est toujours présent, si on place sur un continuum de pédagogie deux approches qui sont pratiquement aux antipodes, donc d'un côté, on a de l'enseignement explicite, de l'autre côté, on a des approches par découverte, comment l'enseignant doit-il choisir la pédagogie? Il doit le faire à partir de 3 facteurs. À qui je m'adresse? Est-ce que j'ai dans mon groupe beaucoup d'élèves qui sont en difficulté? Si la réponse à cette question-là, c'est oui, bien vous comprendrez que c'est probablement préférable de commencer par un enseignement qui est plus explicite. Mais si les élèves à qui je m'adresse, beaucoup d'élèves sont performants, bien, est-ce que c'est nécessaire de faire un modelage, une pratique guidée? Non! Donc, premier critère pour identifier la meilleure méthode ou le niveau de guidage qui est nécessaire, qui est devant moi? Deuxième critère, quel est le degré de nouveauté et de complexité de la tâche? Est-ce que la tâche que je donne, elle est complexe et nouvelle? Et en plus, j'ai beaucoup d'élèves en difficulté, c'est probablement préférable de commencer par un enseignement plus explicite. Mais la tâche que je donne, les élèves en ont déjà fait. Ce n'est pas une tâche qui est nouvelle. Est-ce que j'ai besoin de recommencer modelage, pratique? Non! Donc, j'ajuste le niveau de guidage en fonction du degré de nouveauté et de complexité de la tâche. Et le dernier élément, qui est non le moindre, de combien de temps je dispose. Parce que même en découverte, c'est plus long l'enseigner à un groupe d'élèves performants que de l'enseigner nous-mêmes. La découverte est plus longue pour ces gens-là. C'est des élèves qui vont comprendre à demi-mot. Donc, même pour des élèves performants, l'enseignement explicite donne parfois, pas toujours, mais des résultats intéressants. Donc, si on veut éviter de tomber dans des guerres de paradigmes, on évalue qui est devant moi, degré de nouveauté et de complexité de la tâche et le temps dont je dispose, et j'ajuste le niveau de guidage en fonction de ça, ce qui me permet d'éviter de tomber dans des guerres de clochers. Ensuite, l'enseignement explicite ne peut pas être utilisé à tous les jours. Et ce n'est pas souhaitable non plus. Parce que l'enseignement explicite est efficace, mais c'est consommateur de temps. C'est long faire un modelage, c'est long faire une bonne pratique dirigée puis une pratique autonome. C'est important de le faire sur ce qu'on appelle les concepts clés d'un programme. Par exemple, les 4 opérations en mathématiques. Ça serait important de les enseigner de façon explicite. Les structures de texte en lecture, oui, ça serait important de les enseigner de façon explicite. Le processus d'écriture, oui, ça serait important de faire un modelage, une pratique guidée. Mais sur ce qu'on appelle les idées secondaires d'un programme, ce n'est pas nécessaire de toujours faire un modelage, une pratique guidée puis une pratique autonome. Donc, il faut identifier quels sont les contenus à l'intérieur de mon programme pour lesquels ça devrait être important de faire une démarche d'enseignement explicite. Mais quelles sont les stratégies que l'on pourrait utiliser au quotidien sans nécessairement faire un modelage, une pratique guidée puis une pratique autonome? La clarté des consignes et des explications. Le moins de mots possible. Souvent, là, quand on a beaucoup de mots, parfois ça peut être plus nuisible qu'aidant. Donc, présentation de consignes claires. Ensuite, fournir un support visuel. On peut tout le temps faire ça. Laisser une trace des étapes que les élèves doivent accomplir pour réaliser telle tâche. Ce qu'on appelle un support visuel, pour que les élèves évitent de lever la main après 10 minutes d'explication et nous redemandent « Steve, est-ce que tu pourrais me redire? » Et là, on commence parfois à perdre patience, pas en Belgique, mais chez nous. Donc, on laisse une trace des éléments essentiels
que les élèves doivent avoir en mémoire pour réaliser la tâche qui est demandée. Ça, on peut faire ça dans n'importe quel cours. Ensuite, questionner les élèves. Prendre l'habitude de poser beaucoup de questions et ce qu'on appelle des questions ouvertes. Parce qu'il y a en salle de classe des questions à ne jamais poser en classe. Jamais. La première, avez-vous? Ils vont toujours vous dire oui, puis vous avez l'illusion pédagogique que vous avez réussi votre cours et 40 d'échecs au contrôle. Donc, jamais qu'on pose cette question-là. Et l'autre question à éviter, c'est dis-moi ce que tu ne comprends pas. Parce qu'il ne peut pas vous le dire, il ne comprend pas. On remplace ça par une question. Dis-moi ce que tu comprends. Montre-moi, illustre-moi. Donc, poser des questions qui sont ouvertes. On peut faire ça dans n'importe quel contexte d'enseignement. Donner de la rétroaction. Ne jamais laisser un élève, surtout en difficulté, travailler longtemps sans poser un regard sur ce qu'il est en train de faire. On veut éviter que l'erreur se cristallise. Ensuite, marcher sa classe. Comme un bon cultivateur marche à terre. On circule et on regarde qui comprend, qui ne comprend pas. On porte attention aux élèves, en particulier aux élèves qui sont plus en difficulté, et on fournit de l'aide à ceux qui en ont besoin. Parce que dans certains cas, il y a des enfants qui sont beaucoup trop timides pour se lever de l'arrière de la classe, traverser devant tout le groupe pour montrer qu'ils ne comprennent pas, pour venir voir monsieur ou madame qui est à l'avant. Donc, tu te lèves, tu circules et tu regardes qui comprend pas, et tu fournis de l'aide à ceux qui ne comprennent pas. Et ça, tu peux le faire indépendamment que ce soit de l'enseignement explicite ou pas. Ensuite, exiger l'attention des élèves lors des présentations. Moi, j'aime bien leur enseigner ce qu'on appelle la position d'écoute. Quand je te demande de suivre les 4 pattes de la chaise à terre, plus les 2 tiennes, ça fait 6. Les yeux, les oreilles à l'avant, c'est en avant que ça se passe. Et le bruit que je fais, ton boulot, c'est de décoder le bruit. Donc, ce que tu dois faire, c'est que parfois, quand tu ne comprends pas mon bruit, tu lèves la main pour être capable de poser des questions. Ou moi, je peux aussi te nommer pour répondre à des questions que je pose. Et finalement, mettre le cours en séquence. Faire un petit bout, vérifier. Faire un petit bout, vérifier. Faire un petit bout, vérifier. Ne jamais laisser un groupe d'élèves travailler pendant 30, 40, 50 minutes sans leur donner de la rétroaction. Ça peut être, comme je le disais, l'enseignant qui vérifie, ça peut être de placer des élèves en équipe plus nombreuses, ça peut être un matériel autocorrecteur, peu importe, mais on évite de laisser travailler trop longtemps. On fait un petit bout, on vérifie. On fait un petit bout, on vérifie. Et même dans des cours magistraux, il y a de mes collègues qui enseignent l'histoire. Les bons professeurs d'histoire, c'est des conteurs, c'est des gens qui racontent l'histoire. Et moi, souvent, je leur demandais, quand tu fais une présentation au secondaire, parce que les cours chez nous durent 75 minutes. Bon, mais quand tu fais une présentation de combien de temps? Ouais, souvent, les enseignants vont dire des fois 20, 25 minutes. Je dis, voici maintenant comment tu pourrais tirer profit de certaines stratégies d'enseignement efficace. Mets ton cours en séquence. Fais un premier 15 minutes, arrête. Dis aux étudiants, dans ce que je viens de présenter, là, il y a 2 ingrédients majeurs à retenir. Placez-vous en équipe de 2, essayez d'identifier les éléments majeurs. Je vous laisse 1 minute pour en discuter. On fait un petit bout, on vérifie. On fait un petit bout, on vérifie. On fait un petit bout, on vérifie. Un enseignant qui fait ça a l'ingrédient clé de l'enseignement explicite qui est celui de vérifier la compréhension et donner de la rétroaction. Donc, effectivement, on ne peut pas toujours faire de l'enseignement explicite, mais ces stratégies-là devraient être présentes à peu près toujours lorsqu'on enseigne. Ensuite, petite pensée avant de finir, et je vais répondre à des questions si questions il y a. J'ai été élevé chez les frères des écoles chrétiennes, que voulez-vous, c'est ça que ça donne. Donc, ça se lit comme suit. C'est l'histoire de 4 individus, chacun quelqu'un. Quiconque est personne, un travail important devait être fait, puis on avait demandé à chacun de s'en occuper. Chacun est assuré que quelqu'un allait le faire. Quiconque aurait pu s'en occuper, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que ce travail était la responsabilité de chacun. Chacun croyait que quiconque pouvait le faire, mais personne ne s'était rendu compte que chacun ne le ferait pas. À la fin, chacun blâmait du fait que personne n'avait fait ce que quiconque aurait dû faire. Alors voilà pour ma présentation. Merci. Eh bien, merci au professeur Bissonnette pour sa conférence en plein dans le timing, malgré le riche contenu qu'on lui avait demandé de vous présenter. On va prendre quelques questions, comme annoncé au départ.
La parole est à vous. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Merci pour ce discours nuancé. J'ai beaucoup aimé de A à Z et je m'intéresse beaucoup à l'enseignement explicite. Mon métier, moi, c'est d'être formateur. Donc, je suis formateur en formation continuée des enseignants. Oui. Donc, chaque semaine, je débarque dans une nouvelle école face à de nouveaux enseignants. Oui. Depuis 1 an et demi, je travaille essentiellement sur la lecture-compréhension avec ces équipes-là. Oui. Et je commence quasiment chacune des formations en demandant d'abord aux enseignants, aux équipes, tiens, qu'est-ce que vous faites en classe au niveau de la compréhension? Qu'est-ce que vous faites pour aider vos élèves à comprendre? Qu'est-ce que vous leur enseignez? 1000 choses me reviennent, évidemment. Et moi, en me documentant, en lisant de la littérature scientifique, de la littérature de recherche, vos livres, je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les classes qui ne me semblent pas du tout efficaces. Donc, à des courses, j'essaye d'orienter vers l'enseignement explicite. Mais comment faire pour aller au-delà du discours? Parce que face aux équipes, je leur dis oui, ce que vous faites n'est pas efficace, ça a été démontré par la recherche, etc. Mais finalement, comment faire pour les accompagner concrètement? Comment faire pour qu'ils changent leur discours? Comment faire pour qu'ils changent leur pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Je comprends très bien. Le changement ne se décrète pas. Soyons clairs. Et là, je vais dire quelque chose que je ne suis pas certain de me faire d'amis, mais ce n'est pas grave, je vais le dire quand même. La souffrance est souvent le moteur du changement. Donc, quand un enseignant utilise des pratiques et l'échec est tellement présent, souvent c'est la souffrance qui va créer l'ouverture pour faire autre chose. Moi, je travaille beaucoup au Québec avec une centaine d'écoles où la violence, l'intimidation, les agressions contre les enseignants sont présentes. Et les gens m'appellent lorsque l'école ne sait plus quoi faire, lorsque la souffrance est tellement importante que là, quand j'arrive et que je présente, on doit faire ceci, cela, cela. Les gens disent, oui, Steve, ça ne peut pas être pire que ce qu'on vit actuellement, donc nous sommes ouverts à faire des changements. Donc, parce qu'on ne peut pas obliger, comme l'élève avec qui on travaille, on va essayer de lui donner du sens, d'expliciter, etc. Mais dans certains cas, il y a des individus, malgré, je suis convaincu que vous le vivez au quotidien, il y a des gens qu'on essaie d'amener vers le changement, mais malheureusement, on n'y parvient pas. Donc, c'est les mêmes stratégies que vous faites actuellement qu'il faut continuer de faire. Et quand la souffrance, c'est malheureux, là, sera importante, probablement que l'ouverture va se créer. Et les études sur le changement, pas seulement en éducation, dans l'ensemble des domaines, montrent que c'est souvent le cas. Une entreprise qui effectue des changements, c'est parce qu'il y avait des pertes tellement importantes qu'on décide de changer les procédés. Là. On avait un gaspillage de matières premières ou des pratiques tellement inefficaces. Donc, on ne l'appelle pas de la souffrance, mais c'est des pratiques qui font en sorte que l'entreprise n'est pas rentable. Ben, en éducation, je ne vais pas parler de rentabilité, là, mais c'est la souffrance souvent qui amène les changements, malheureusement. Une réaction à ce que vous venez de dire, souffrance ou prise de conscience. Quand vous avez travaillé en classe et que ce sont les enfants de profs qui réussissent ou les enfants qui sont accompagnés à la maison, ça renvoie à des questionnements en tant qu'enseignant. Oui, c'est-à-dire... Pourquoi eux réussissent et pourquoi pas les autres? Qu'est-ce qui s'est joué en classe? Qu'est-ce qui se joue à la maison? Et on peut comme ça avancer. Oui. Mais il faut toujours aussi se rappeler que malheureusement, il y a des enfants qui, à la maison, n'auront peut-être pas toujours le support qui est souhaité. Mais la littérature sur les écoles efficaces nous montre que malgré un contexte qu'on pourrait appeler d'adversité, il y a des écoles qui amènent les élèves à un niveau de réussite. Puis je vous l'ai montré, là. L'étude, là, c'est 15 000 élèves, 288 écoles primaires, 11 commissions scolaires. Écoutez, et on ferait la même étude chez vous ou dans d'autres contextes et on retrouverait des écoles de milieux défavorisés où la réussite est tout à fait présente. Donc, il y a de l'espoir. Et les enseignants peuvent faire une grande différence dans la réussite des élèves, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez des devoirs à la maison? Je ne vous dirai pas ce que je pense. Je vais vous dire ce que la littérature scientifique recommande.
les méta-analyses qui ont été faites sur des classes qui ont des devoirs comparativement à ceux qui n'en ont pas, le spécialiste de la question s'appelle Harris Cooper et non pas Alice Cooper. Ils ne font pas la même chose. Donc, Harris Cooper, si vous allez sur Google et que vous indiquez Harris Cooper, la première méta-analyse qu'il a faite, c'est en 89, une deuxième en 96. Je pense qu'il y en a une plus récente récemment. Donc, la recherche nous dit pour le secondaire, donc pour les élèves à partir de la 7e année ou secondaire 1, jusqu'à la fin du secondaire, les élèves qui ont des devoirs performent mieux que les élèves à qui on n'en donne pas. La mesure, elle est très claire. Les tailles d'effet sont autour de 0,60. C'est énorme, énorme. Le problème, c'est que fait-on avec ceux qui ne les font pas? Hein? Ceux qui les font, la mesure donne des résultats. Mais ceux qui ne les font pas, bien, la mesure ne peut pas aider, les élèves ne les font pas. Donc, souvent, dans des écoles, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour contrôler la réalisation des devoirs ou pas, parce que les élèves qui sont des premiers de classe, on n'a pas besoin de les convaincre de le faire. Là. Ils vont le faire, mais il y a des élèves pour qui c'est plus difficile. Mais pour donner un devoir, il faut s'assurer qu'avant que l'élève quitte, l'élève sait quoi faire et comment le faire. Sinon, sur le plan éthique, on ne peut pas demander à un élève de réaliser une tâche s'il ne sait pas comment s'y prendre. C'est pour ça souvent qu'on dit un bon devoir, c'est un prolongement de la pratique autonome. Donc, quand on parle de la démarche d'enseignement explicite, dans le fond, c'est une continuité de ce qui a déjà été commencé en salle de classe. Ou ça peut être, dans certains cas, une activité préalable à ce que nous allons faire demain. Je vous demande de lire tel texte ou je vous demande de regarder telle émission. Demain, nous allons parler de ça. Donc, ça peut être préparatoire à ou une continuité. Pour le primaire, les résultats sont beaucoup moins élevés. Les tailles d'effet sont autour de 0,23, 0,24. Donc, ça veut dire, oui, ceux qui en font ont de meilleurs résultats que ceux qui... Mais la différence, là, à l'œil nu, elle est difficilement perceptible. Donc, souvent, au Québec, puis vous l'avez peut-être vu, il y a des endroits qui ont décidé d'avoir des politiques où on abolit les devoirs et l'étude. Il n'y en a plus au primaire. Et souvent, les gens vont justifier cette mesure-là en disant « la mesure ne donne pas de bons résultats au primaire ». Moi, je réponds « je ne sais pas ce que vous avez lu, mais certainement pas les mêmes méta-analyses que moi ». La mesure donne des bons résultats, mais les effets sont tellement petits que souvent les gens vont se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de se battre pour mettre en place une mesure comme celle-là? Mais même dans les écoles qui ont décidé d'abolir les devoirs et l'étude, ils ont toujours gardé habituellement deux choses. Des périodes de lecture. Souvent, on demande toujours aux élèves de lire le soir un court texte. Et tout ce qui s'appelle le par cœur, la drill, les tables d'addition, les tables de multiplication, les tableaux de conjugaison de verbes. Donc, la partie la moins noble de l'enseignement, là, ce que moi j'appelle le développement des automatismes, il faut aussi garder ce qu'on appelle des périodes d'études. Parce qu'un élève qui ne sait pas ces 4 opérations mathématiques ne peut pas faire de l'algèbre. C'est impossible. Un élève qui écrit au son ne peut pas être compétent en écriture. Là. Quand tu es toujours en train de te demander comment écrire un mot, c'est difficile de garder l'intention d'écriture, à qui tu t'adresses et quel est le message que je veux faire passer. Fait qu'il y a comme une... Dans les écoles qui ont fait ces choix-là, ils ont souvent conservé les deux dimensions. Donc, l'étude, ou ce qu'on appelle des fois les leçons, et la lecture. C'est ce que moi j'ai vu le plus souvent. Mais c'est faux de prétendre qu'au primaire, ça ne donne pas de bons résultats. La recherche dit non, non. La recherche dit oui, mais petit. Ça répond? Eh bien, je vous invite à poursuivre la discussion pour celles et ceux qui le souhaitent autour d'un verre. Merci à tous. Merci.